Je vois votre boutonnière. Bonjour Pierre-Laurent, Bonjour. bienvenue à vous tous, évidemment, sur l'antenne de Radio Classique et d'LCI. Vous avez un petit badge, un petit pins à l'effigie de Mandela. Oui. Donc le Parti communiste associe à l'hommage planétaire. Mais Mélenchon, qu'est-ce qui lui arrive? Il est le seul en France, j'allais presque dire le seul au monde, à dire en gros que ce personnage a un intérêt limité. On va, avant de dire un mot sur ça, on va rendre un hommage ce soir devant le siège du Parti communiste français, un très grand hommage en présence de l'ambassadrice d'Afrique du Sud à Mandela. Et le petit pins que je porte, en fait, c'est celui que je portais pendant longtemps, pendant une dizaine d'années. J'ai porté ce pins à l'époque où on se battait pour la libération de Mandela. Et on vient de le rééditer en hommage à Mandela, effectivement. Pour le reste, j'ai pas de commentaire particulier. J'ai trouvé je vois votre regard la déclaration. Mais qu'est-ce qu'il j'ai prend, Mélenchon? Mais écoutez, on va pas parler à propos de tout et de rien. Mais il y a un grand article, par exemple, aujourd'hui, de Daniel Schneermannen dans Libération, après son passage à Canal+, qui décrit une sorte de tendre clown dénonciateur et dépassé. C'est un homme qui ne comprendrait plus ce qui lui arrive entre une campagne qui fut la vôtre aussi, qui a été assez triomphante pendant les présidentielles, et une sorte de ramassage total quelques mois après. Non, vous savez, on a eu une réunion nationale du Front de gauche samedi. On est au travail. On a organisé la manifestation sur la TVA, contre la TVA, le 1er décembre. On a d'autres campagnes à vue. Il y a beaucoup de travail, donc je vais pas commenter. Non mais d'accord, mais c'est une question de fond quand même. Ça a été votre candidat au présidentiel. Je ne sais pas si... Mais il est légitime journalistiquement de se poser la question qui concerne son attitude, qui est celle de votre partenaire. Oui, mais je vais pas... On était parti sur Mandela, qui est un très grand sujet. Donc, vous voulez dire que Mélenchon, c'est un petit sujet? Non, mais vous m'avez parlé de ça à propos de Mandela. Moi, j'aimerais qu'on puisse parler de Nelson Mandela. Mais alors pourquoi est-ce un révolutionnaire aseptisé? Qu'est-ce qui lui prend? Non, peut-être qu'il y a de l'énervement dans le caractère extrêmement consensuel de l'hommage à Mandela, mais moi, je considère que... Il se trompe? Oui, parce que je pense qu'il y a une telle grandeur dans le combat qui a été mené par Mandela et par les siens, que quelque part, ce combat-là, effectivement, s'est imposé à beaucoup de monde. Je vois effectivement qu'il y a beaucoup de vocations tardives. Même le Front National lui rend hommage. Dans le soutien à Mandela, oui, ce qui est invraisemblable, parce qu'on se rappelle les déclarations de Jean-Marie Le Pen qui traitait l'ANC et les siens de terroristes et qui ne manquait aucune déclaration de soutien au régime d'apartheid. Donc il y a beaucoup de vocations tardives et chez certains une hypocrisie assez scandaleuse. Une hypocrisie ou un changement de fond. Mais en même temps, moi je pense que dans le moment, ce qui doit primer, effectivement, c'est la solennité de l'hommage, parce que ça a été un très grand combattant. J'aimerais qu'on rappelle davantage ce qu'a été le combat de Mandela et les siens, et que l'hommage soit un peu plus éducatif, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce qui s'est passé. Et on a oublié qu'avant que le mouvement contre l'apartheid entraîne tout le monde dans son sillage, il y a eu des années de solitude pour Mandela et les siens. Et 27 ans de prison, dont les 15 premières se sont faites dans l'indifférence générale. Moi, je me rappelle très bien, puisque j'étais jeune communiste, quand on a démarré la campagne de solidarité avec Mandela et les siens, l'Humanité Dimanche avait publié un sondage à l'époque. On citait une série de personnalités pour demander aux Français qui le connaissaient, et Mandela arrivait en dernier. Énormément de la très grande majorité des Français ne le connaissaient pas. Il était déjà depuis 15 ans en prison. Mais il y a eu dans cette modification, dans la fin de l'apartheid, dans l'association avec De Klerk et dans le fait qu'on organise une société d'une manière justement tout à fait différente, évidemment un signe pour le monde entier qui était considérable. Mais ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Bien sûr, et ce qui a surpris tout le monde et ce qui a fait la force de la libération de Mandela et de la suite, c'est qu'en fait, Mandela a fait vivre ce qui était dans la charte de la liberté de l'ANC dès 1955, c'est que leur projet était une Afrique du Sud non raciale, et donc, à l'inverse de ce que certains attendaient, c'est-à-dire un mouvement qui se lance dans la vengeance, on a eu au contraire un mouvement qui a construit la réconciliation du pays. Et effectivement, c'est un geste de paix
qui est absolument extraordinaire et qui dit beaucoup sur ce que devrait être le monde aujourd'hui. On en est très très loin. Puisque vous parliez du Front National et de son hypocrisie, est-ce qu'il faut considérer que c'est un Front National hypocrite ou est-ce qu'il faut considérer, puisqu'ils vont changer de nom, semble-t-il, à l'automne prochain, qu'ils sont vraiment en train de changer ? Il y a deux hypothèses. Non, ils ne sont absolument pas en train de changer. Marine Le Pen vient de faire le tour en Europe de toute une série de mouvements pour constituer un groupe dans le futur Parlement européen. Or, tous les groupes qu'elle rencontre, le Vlaams-Belang en Belgique, les partis racistes qu'elle a rencontrés en Autriche, en Scandinavie, aux Pays-Bas, sont tous des partis qui tiennent des propos xénophobes dans leur pays. Donc, Marine Le Pen continue de travailler avec des partis qui sont ouvertement racistes dans toute l'Europe et qui prônent des discours extrêmement violents contre les musulmans. Je ne suis pas Marine Le Pen, mais elle sera à ma place, elle vous dirait, au fond, menteur. Ce n'est pas vrai. On a changé, on est en train de changer. On a sanctionné l'élu qui avait traité d'une manière totalement désagréable et insultante Christiane Taubira. Oui, mais elle pourrait me dire ça, mais quand elle tient les propos qu'elle a tenus au retour des otages, en les mettant en cause au titre de leur allure, quand le Front National publie au lendemain de la qualification de l'équipe de France de foot une déclaration dans laquelle il dit ce n'est pas la victoire du concept racialiste de l'équipe de France, comme s'il fallait s'excuser des couleurs des joueurs de l'équipe de France. Non, ce parti continue, évidemment, il le masque pour pouvoir continuer à progresser, mais continue de prôner une idéologie très raciste. On va évidemment parler de politique et de société dans un instant, et d'économie, avec l'affaire importante des travailleurs détachés qui exaspère l'ensemble des Français. Et c'est examiné à Bruxelles. Un mot sur le voyage qui n'en est pas un commun entre Hollande et Sarkozy. Vous voyez derrière tout ça une opération politicienne, pour l'un comme pour l'autre, ou est-ce que finalement c'est un bon signe de décrispation pour la société française ? J'espère que c'est pas une petite opération politicienne, parce que comme je le disais tout à l'heure, l'hommage à Mandela mérite mieux que ça. Qu'un ancien président de la République accompagne l'actuel président de la République ne me choque pas s'il s'agit d'en rajouter sur l'hommage solennel de la France. Si c'est pour des basses petites opérations politiciennes, mais votre avis, minable. Là, vous mettez en face, au fond, vous me citez deux hypothèses, mais la vôtre, c'est laquelle ? Je pense qu'il y a un peu de politiciens là-dedans, oui, et que c'est pas très digne, mais c'est pas le fait d'emmener un ancien président de la République en soi qui me choque. Qu'est-ce qui vous choque, là ? Parce que finalement, Barack Obama fait ça avec Bush père, Bush fils, Jimmy Carter, Bill Clinton, donc c'est une pratique démocratique classique. Oui, mais il aurait pu à ce moment-là emmener Valéry Giscard d'Estaing et d'autres. Ah d'accord, donc vous y voyez quand même une certaine forme... Donc si c'est le modèle américain qui nous inspire, semble-t-il, si j'en crois Guillaume Tabar, à ce moment-là, il fallait emmener Jacques Chirac, Valéry Giscard d'Estaing et tous ceux qui ont occupé cette fonction. Travailleurs détachés. Alors, on dit 220 000, 300 000 en France, etc. Donc, des gens qui travaillent chez nous, qui viennent souvent d'Europe de l'Est. Et c'est pas une manière de les désigner défavorablement, mais qui bénéficient de régimes sociaux qui sont tout à fait différents, avec des droits sociaux qui sont en gros comptablement 30% inférieurs. Le problème, c'est qu'il y a dedans aussi pas mal de Français qui travaillent pour ces sociétés. Que faire ? Moi, je crois qu'il faut réglementer. Il faudrait reprendre toute la directive travailleurs détachés qui avait tenté quelques protections, mais malheureusement, elles sont totalement détournées. Donc, il faut reprendre le dossier. Et je pense que ça passe par la pénalisation des employeurs qui utilisent ces situations pour effectivement faire du dumping social. Il y a une mesure très simple. Il faut rendre solidaires les groupes donneurs d'ordre jusqu'aux sous-traitants. Parce que comment ça se passe ? C'est que les groupes donneurs d'ordre disent « moi, je veux faire ce travail ». Et ensuite, il y a une multitude de sociétés intermédiaires. Et puis, le dernier des sous-traitants utilise des travailleurs détachés. Eh bien, il faut que le donneur d'ordre soit responsable jusqu'au dernier sous-traitant. Et vous verrez qu'à ce moment-là... Vous vous rendez compte de la bureaucratie, de la pénalisation de tout ça, ça devient extrêmement compliqué. Mais il faut bien trouver le moyen de faire respecter la loi, puisque certains la contournent en permanence. Puisque la règle devrait être simple, c'est que
quelqu'un vient travailler en France, eh bien, il doit être le faire aux conditions nationales et non pas avec les différences. Mais enfin, ces pays sont rentrés dans l'Union européenne, donc ils ont le droit. Mais raison de plus. Utilisons l'Union européenne pour harmoniser les conditions sociales vers le haut, pas pour faire du dumping social entre les travailleurs européens. Nous sommes en direct avec Pierre Laurent sur Radio Classique et sur LCI. Récemment, un rapport parlait de l'explosion du travail au noir. Là, on est en train de parler des travailleurs détachés. Mais par exemple, si vous employez quelqu'un à 2 000 €, avec les lois françaises, c'est 3 500. Avec justement le système des travailleurs détachés, c'est 2 800. Est-ce qu'au fondamentalement, que ce soit les travailleurs détachés comme le travail au noir qui explose en France, ce n'est pas tout simplement à cause du niveau de la fiscalité? C'est-à-dire que les gens n'en peuvent plus. Mais non, absolument pas. Nous avons le problème de l'économie actuelle, c'est que d'abord, il n'y a plus de pouvoir d'achat. Et il y en a de moins en moins et on continue de s'y attaquer. C'est pour ça que nous, d'ailleurs, on demande l'annulation de la hausse de la TVA. Donc, évidemment, dans les secteurs, et singulièrement dans les secteurs où la consommation tire beaucoup la demande, eh bien, effectivement, il y a une situation très déprimée. Deuxièmement, l'accès au crédit des PME devient extrêmement difficile. Et là, il faudrait dire beaucoup de choses sur le rôle des banques. Troisièmement, la plupart des PME qui sont frappées, qui sont en difficulté, travaillent pour des grands groupes qui, eux, en général, se portent assez bien. Et donc, on a en fait des groupes qui se mènent la guerre au plan européen, sur un marché qui se rétrécit parce qu'on fait de l'austérité partout, et tout ça ne marche pas. Et est-ce qu'il vaut mieux perdre des parts de marché et rentrer dans la loi que de rester avec des parts de marché, par exemple dans le bâtiment, satisfaisantes, qui est un secteur très en difficulté? Mais dans le bâtiment, typiquement, on est sur un marché domestique. Donc le problème du bâtiment, c'est qu'on devrait construire plus, on devrait davantage investir dans la rénovation thermique des bâtiments. Si on développe le marché national, eh bien on aura de quoi faire travailler beaucoup de monde. Comme on dit, quand le BTP va bien... Tout va bien. Tout va bien. Est-ce que vous voulez que l'expérience Hollande réussisse? Soyez franc. Il faut terminer en 30 secondes. C'est très mal parti. Et pour qu'il y ait de la réussite derrière ce qui vient de se passer depuis 18 mois, il faut changer totalement le cap politique actuel. Le cap politique actuel ne peut pas réussir. Pourquoi? Mais parce qu'il a choisi la voie de l'austérité et qui va continuer à nous enfoncer, à dégrader la situation économique, la situation sociale et la situation budgétaire. Pourquoi les communistes de 80 ont participé à l'expérience Mitterrand et pourquoi les communistes d'aujourd'hui ne veulent pas l'expérience de Hollande? Mais parce que dès le départ... Mitterrand avait fait la rigueur. Mais dès le départ, il ne l'a pas fait en 80. Il l'a fait en 83 et en 84, nous avons quitté le gouvernement. Donc nous en avons tiré les conclusions à l'époque. Merci beaucoup Pierre Laurent d'être venu sur l'antenne de Radio Classique et de LCI. On retrouve évidemment Christophe et Magali, probablement aussi Michel et Arlette Chabot. Et sur l'antenne de Radio Classique, donc tout de suite, c'est Sophie Paulini. Bonne journée à vous. Merci.